Bonsoir à tous, bonsoir aux internautes, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir aux auditeurs de la radio TAD Info FM. Nous sommes contents encore de vous retrouver tous réunis ce soir pour un autre numéro de votre émission Face à Face. Rentrée scolaire lancée par les autorités de l'éducation nationale. Cependant, les inquiétudes restent. Certaines écoles sont dans l'eau, aussi bien en N'Djamena que dans les provinces. Et la question de la gratuité de l'école annoncée par les autorités pour certaines couches sociales qui peinent à être appliquées par les responsables des établissements. Nous allons en parler. Mais nous parlons aussi de façon générale des défis de l'éducation nationale au Tchad. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau pour vous et chez vous, Monsieur Bamaye Mamadou Boukar. Vous êtes président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Tchad, FENAPET. Bonsoir et merci, d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir et merci. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Pas de souci. Merci beaucoup. Nous avons également l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Mbalassom Gérard. Il est président de la Dynamique Citoyenne Handicap Plus. Bonsoir. Bonsoir Hyacinthe. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Nous avons tant rêvé d'être ici un jour. Et puis voilà, aujourd'hui c'est arrivé. Merci à vous et bonsoir à tous les auditeurs. Tout le plaisir est pour nous, Monsieur Mbalassom Gérard, pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Alors, Monsieur Bamaye, vous êtes parent d'élèves, vous êtes le président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Tchad, FENAPET. La rentrée scolaire a été lancée. Beaucoup d'élèves ont repris le chemin de l'école. Cependant, certains sont restés à la maison pour des raisons d'inondation. Pas seulement à N'Djamena. Bon, N'Djamena, ça ne se ressent pas tellement, mais dans les provinces, il y a des écoles qui sont complètement englouties par l'eau. Alors, pour entrer dans le sujet, on commencera par une question simple. Comment est-ce que l'année scolaire 2024-2025 s'annonce pour vous? Merci. Nous, les parents, nous sommes très conscients de la situation, je peux dire surprenante, que non seulement le Tchad, le monde entier a connu par les pluies que ça fait très longtemps que nous n'avons pas connu ce genre de pluie. Et vous savez, la surprise fait toujours des dégâts. Nous osons espérer que ça va être une jurisprudence afin qu'on puisse à tout moment se préparer et mettre, pourquoi pas une structure qui consistera à faire face à toutes ces pluies. C'est pas seulement l'eau, demain ça peut être le vent, toute autre chose. Donc l'eau cette année nous a surpris et les autres aléas naturels peuvent y surgir. Il appartient à tout un chacun et particulièrement à nos responsables de prendre désormais des dispositions afin qu'on ne soit pas surpris. Donc la rentrée scolaire a commencé et nous, la fédération, avions accompagné le ministre de l'Éducation et nous avons lancé la rentrée scolaire à Biltine, capitale de Wadifira. Donc c'est vrai, un peu partout, il y a des dégâts. Et un peu partout aussi, il y a la joie parce que l'environnement, la verdure, que nous avons l'habitude de voir des zones désertiques, aujourd'hui, beaucoup sont couvertes de la verdure et les plantes ont refait surface et c'est beau à voir. Mais aussi, il y a eu des dégâts dans certaines zones. Si je prends ne serait-ce que Moïto, ou bien Abéché, même voir Mongo, Massakore où nous avons visité. Le long de la route, il y a eu beaucoup de dégâts. Les écoles ont été impactées. Et il y a quand même, un espoir qui consiste que au niveau du ministère de l'Éducation nationale, un comité a été mis sur place pour essayer d'endiguer, de trouver des solutions à ces dégâts que
le pays a connu, les contrées, et ça a impacté les écoles. Donc, comment faire? Non seulement le ministère de l'Éducation nationale est en veille, mais il y a une commission d'inondation. On va revenir vers vous. Comment faire? La question comment faire, on va revenir vous la poser tout de suite. Vous avez le temps de répondre. Maintenant, on redonne aussi la parole à M. Balassem Gérald. Rapidement, vous êtes observateur, vous êtes certainement aussi parent, vous observez comment est-ce que l'année scolaire a débuté aujourd'hui. Une analyse rapide de votre part. Quelle analyse? Comment est-ce que, au regard de ce qui se passe, comment s'annonce pour vous cette rentrée 2024-2025? Ok, cette rentrée 2024-2025 est d'une part un peu rassurante et de l'autre part il y a un peu d'inquiétude. C'est rassurant dans quel sens? Dans le sens où quand on compare cette année avec l'année dernière, où les enseignants étaient en ébullition, le syndicat des enseignants était en ébullition, avec des grèves par-ci, cette année c'est relativement calme. Donc ça nous rassure à ce niveau. Pour ce qui est de l'engagement des enseignants et des acteurs qui sont dans le domaine. Mais de l'autre côté, l'inquiétude se situe par rapport à ces aléas climatiques. Je voudrais parler de l'eau qui est en train de couler un peu partout, qui d'une part délocalise un certain nombre des parents d'élèves de là où ils sont avec avec tous leurs enfants. Et ils partent de là où ils vivent dans un endroit, dans une habitation de fortune. Ça fait déjà que c'est très difficile pour ces enfants-là d'entamer les cours avec les autres. Et aussi certaines écoles qui sont sous l'eau jusque-là, il n'y a pas une solution comme ça qui se dessine à l'horizon. Donc c'est un peu inquiétant à ce niveau-là par rapport à la montée des eaux cette année. Donc voilà ce que je voulais dire, l'analyse que je voudrais faire par rapport à cette rentrée scolaire 2024-2025. Merci M. Balassem Gérald. On revient. Vous avez déjà commencé, hein, M. Bamaï, vous avez commencé déjà à parler des mesures que le ministère de l'Éducation nationale a pris, n'est-ce pas, pour pouvoir faire face donc à cette situation d'inondation. Donc on vous repose la question. Pour vous laisser le temps d'analyser et de donner des détails. Quelles sont les mesures, en tout cas, face à cette situation des écoles inondées qui favorisent donc parfois, qui fait que certaines écoles jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore repris? Quelles sont les solutions qui sont déjà mises, n'est-ce pas, sur le pied pour pouvoir faire face à cette situation? Oui, des solutions idoines ont été plus ou moins trouvées. Il y a eu une mobilisation autour de l'école. Cette préoccupation, nous, les parents, nous saluons parce que non seulement le gouvernement, les partenaires aussi ont accepté d'apporter leur modeste contribution. Et les inondations dans les centres urbains, hein, c'est ça qui préoccupe. Mais l'école n'est pas seulement les centres urbains. La problématique, c'est les centres ruraux. Les centres ruraux sont vraiment impactés. Et comment faire? Nous osons croire que, ou bien nous plaidons, afin que ce qui s'est fait pour les inondés, les sinistrés, soit aussi fait pour les écoles rurales qui ont connu. Vous proposez une réinstallation des écoles d'urgence, c'est ça? C'est une bonne idée, et c'est une très bonne idée, avec la contribution d'abord de l'État et d'autres partenaires, afin que maintenant il y a des possibilités, l'école inondée ou pas, il y a des possibilités qu'on peut avoir des écoles en plein air avec des tentes, des bâches pour permettre à ce que afin que l'eau se retire et puis les pailles mûrissent et les parents dressent les sécos pour faire des hangars. Maintenant, c'est pas possible, hein, mais nous faisons le plaidoyer afin que les bonnes volontés puissent voler au secours des écoles rurales qui sont beaucoup frappées par rapport à certains centres urbains qui ont des structures, voiries, mairies et toute autre chose. Hein. Donc les villages, nous voulons que ça soit une école totale à travers le pays et non une école
disons, une école séparée. Pour les centres urbains, oui, mais pour les centres ruraux, bon, s'ils sont en brousse, non. Il faut faire avec ça. Très bien, M. Balassim Gérald, même question pour vous. Au regard de ce qui se passe, est-ce que vous pensez que l'État fait suffisamment pour pouvoir permettre aux enfants dans les zones où les écoles sont inondées de s'adapter pour pouvoir attendre en tout cas que l'eau se retire, comme l'a dit M. Bamaï? Ou sinon, qu'est-ce que vous aurez proposé que l'État fasse dans ces conditions pour pouvoir permettre aux enfants d'aller à l'école comme les autres dans les centres urbains? L'État fait. Nous reconnaissons les efforts de l'État, mais l'État aurait pu anticiper. L'État aurait pu anticiper. Et c'est là où nous soulignons la faiblesse des capacités de pilotage stratégique au niveau de l'État. On dirait que les choses ne se font pas en amont. On attend que la catastrophe ou bien le problème soit là avant de courir de gauche à droite pour chercher à avoir des solutions. Et là, ça ne pourrait pas du tout rester parce que le problème est déjà là. L'État aurait pu anticiper. Il y a des hydrographes qui ont lancé l'alerte beaucoup de mois bien avant. Et quand des alertes sont lancées, l'État aurait pu prendre cette disposition pour déjà anticiper et avoir déjà des solutions en main pour ne pas que ça soit maintenant que l'État puisse commencer déjà à courir de gauche à droite pour trouver des solutions. Moi, je crois qu'il faut arrêter l'amateurisme au niveau de l'État parce qu'au niveau de l'État, il y a des stratèges, il y a des techniciens qui sont payés par l'État. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas écouter ces techniciens-là? Est-ce que ces techniciens ne font pas remonter leurs analyses pour faire savoir à l'État qu'il y a tel ou tel danger qui est en train de venir et que l'État doit anticiper? Est-ce que ces techniciens ne sont pas là ou bien ces techniciens sont là et qu'on ne les écoute pas? Donc moi je crois que l'État est en train de faire, mais ce n'est pas assez. Moi ça fait la honte. Ça fait la honte que en ce moment nous puissions courir de gauche à droite pour chercher des solutions qui ma foi ne pourraient pas être des solutions qui vont effectivement répondre à des solutions pour le problème que nous avons actuellement. Moi je voudrais lancer l'appel au niveau de l'État pour que les hauts responsables soient à l'écoute des techniciens. Moi, je ne dis pas que ça pourrait être la faute des techniciens. Les techniciens, quelquefois, font des propositions, mais les décideurs ne prennent pas en compte. Et c'est ça ce qui nous a conduit à cette situation aujourd'hui où maintenant les écoles sont inondées et là, certains commencent avec les cours, d'autres ne commencent pas avec les cours. Est-ce que ça devait arriver de la sorte? Et c'est de la même manière où, même en dehors de ces eaux qui tiennent les écoles, dans certains endroits, et il y a la pluie qui arrive qui arrive à temps. Hein? Et ça aussi, quand la pluie arrive, on arrête avec les cours bien avant la période indiquée où on devait stopper avec les cours. Donc, ce genre d'amateurisme-là, moi je pense que l'État a suffisamment les moyens techniques, matériels et financiers pour stopper et faire dans le professionnalisme et faire de manière à ce que vraiment les enfants tchadiens puissent étudier dans de très bonnes conditions. Je ne dis pas que l'État ne fait rien, mais l'État ne fait pas assez parce que l'État n'écoute pas les techniciens. Voilà ce que moi je voulais dire. Très bien. Alors vous avez dit, Monsieur Balassim Gérald, que l'inondation a fait que certains ont commencé les cours, d'autres non. On se pose la question, quelles seront donc les conséquences de ces inondations sur les enfants qui jusqu'aujourd'hui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore repris le chemin de l'école? D'une certaine manière, les conséquences. Mais les conséquences, ça va être à la fin de l'année. Ça va être la fin de l'année où nous sommes en train de toujours décrire le problème de baisse de niveau. Le programme ne sera pas couvert à 100% parce que c'est 9 mois, c'est 5 heures de cours pour certains. Hein, et déjà, il y a des heures que ces enfants ont déjà ratées. Donc, quand les cours vont commencer, je ne suis pas sûr que la planification de ces enseignants puisse prendre en compte le mois déjà passé. Est-ce qu'ils sont capables de repartir en arrière avant de revenir et puis continuer pour finir dans de bonnes conditions avec. Donc c'est déjà un manque à gagner pour les élèves et cela va jouer sur leur niveau. Il va avoir un problème de baisse de niveau et plus tard on va dire que l'école tchadienne ne se porte pas bien. Or c'est la faute de l'État qui ne veut pas anticiper avec les choses simplement.
Très bien, la faute de l'État qui ne veut pas anticiper avec les choses, les conséquences vont se répercuter sur le niveau des élèves. Ça, c'est l'avis de Mbaye Gérard. Monsieur Bamaï, vous, en tant que président de l'association des parents d'élèves du Tchad, qu'est-ce que vous avez à dire? Si les inondations continuent, que les enfants sont à la maison et que d'autres ont repris, d'autres n'ont pas encore repris, quelles seront donc les conséquences de ces inondations sur les enfants qui sont jusqu'aujourd'hui à la maison? Votre avis? Oui, d'une part, il a raison, M. Mbaye a raison. Oui, l'État aime toujours rester isolé et pensant faire tout à la fois. Non. Parce qu'il faut que l'État comprenne et accepte qu'il faut faire avec les autres. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est mettre à l'écart. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, l'État se pense, se regarde tout puissant et capable de tout. Or que, en réalité, sur le terrain, il n'y a pas des effets positifs et tangibles. Donc, ce qu'il a dit, c'est vrai. Ne serait-ce que, prenons l'exemple, ne serait-ce que la ville de N'Djamena, où on a l'habitude de dire vitrine. Aujourd'hui, N'Djamena, c'est piteux. N'Djamena n'a même pas une route, laissons l'école. Il n'a même pas une route. Imaginez, c'est parce qu'il y a des communes qui ne font pas avec sa population. Voyez-vous? Donc, cette inondation, on devrait la prendre à bras le corps. L'État, les citoyens et tout autre partenaire. Ça, ça. Mais seulement, je me réjouis d'une part, comme il a dit, les efforts l'État a fait cette année et souhaitons que ça continue, des efforts. Et nous allons connaître des écarts de temps. Mais compte tenu des moyens que l'État a mis à la disposition de l'éducation, ne serait-ce que les moyens de déplacement. Donc le contact va être régulier entre le délégué provincial avec toutes ces écoles. L'académie a des moyens. Et maintenant, les inspecteurs départementaux ont aussi leurs moyens. Ouais. Donc il y aura une meilleure amélioration qui consistera à relever certaines insuffisances et à relever aussi certaines qualités. Et en partant de là, nous allons redéfinir la stratégie de scolarisation. Le ministère est là-dessus. Il y a une stratégie de scolarisation qui avait l'année dernière. Les intentions maléfiques ont tenté de rendre une année blanche. N'eût été les efforts des uns et des autres. Donc, cette stratégie encore va être revue afin que nous puissions rattraper certaines insuffisances par-ci par-là avec les académies. Donc, surtout, il y a les moyens de mobilisation. Ces moyens de mobilisation nous permettra d'apprécier la situation et la corriger au fur et à mesure que nous avançons. Et voilà ce que j'ai à constater. Merci M. Bamaï Mamadou Boukar. On revient à M. Mbaye Gérard. On va parler de la question de la gratuité de l'école. Le gouvernement a décidé que l'école soit gratuite, n'est-ce pas, aussi bien au niveau universitaire. Les étudiantes se plaignent. Moi, j'ai écouté des étudiantes, des témoignages de celles qui estiment vouloir se réinscrire, mais on les exige de payer. Pourtant, l'État a dit que l'école devrait être gratuite. En même temps, il y a également des arrêtés qui rendent également l'école gratuite pour les personnes en situation d'handicap. Vous êtes le président de l'association Handicap Plus. Est-ce que cette mesure prise par le gouvernement est appliquée sur le terrain? Merci pour cette question. Vous savez, l'État, le gouvernement, pas quelquefois, a toujours des bonnes intentions pour faire des choses, mais il ne le fait pas. Ceux qui ont la charge d'appliquer la volonté de l'État, quelquefois se retrouvent en train de contredire ce que l'État fait. Et là où le bas blesse, l'État laisse faire. Vous parlez de la gratuité de l'école pour les personnes en situation de handicap.
je fais référence à l'arrêté 377 portant exonération des frais scolaires pour les enfants handicapés et les enfants dont les parents sont handicapés. C'est un arrêté de 1995 qui suppose que les enfants handicapés doivent étudier gratuitement dans le primaire, secondaire et dans le supérieur. Ils doivent étudier gratuitement. Les enfants dont les parents sont handicapés, moi Gérard, en situation de handicap, mes enfants doivent étudier gratuitement dans l'établissement public. Pour ce qui est du privé, ils doivent bénéficier d'une réduction, que ce soit privé, dans le privé, secondaire, primaire ou bien universitaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens refusent systématiquement d'appliquer cet arrêté pour des raisons que nous ignorons. Nous avons beau faire pour ramener ces gens à la raison. Raison pour laquelle, du 30 septembre au 2 octobre, nous étions obligés de descendre sur le terrain pour mener une campagne, établissement par établissement. Nous avons parcouru quelques arrondissements de la ville de N'Djamena pour dire aux chefs d'établissement qu'ils doivent appliquer ces arrêtés-là selon l'esprit de l'État. Certains, tous ceux qui nous ont reçus, ont dit que oui, nous allons appliquer. Mais au niveau universitaire, il se trouve encore des problèmes. Dans le privé, il y a l'établissement, il y a les chefs d'établissement qui refusent de réduire les frais scolaires pour les enfants handicapés et les enfants dont les parents sont handicapés. Et pire, dans le public même. Je vous dis, le vendredi dernier, j'étais obligé de faire un déplacement au niveau du rectorat parce qu'un parent handicapé voulait inscrire son enfant à la médecine. Son enfant a fait une inscription en ligne. Arrivé au niveau de la médecine, au niveau du rectorat, pour concrétiser au niveau du service. Je ne vais pas indexer le service, mais il se trouve que la dame qui se trouve là dit que elle ne reconnaît pas cet arrêté et que ça a été bloqué. Nous sommes en train de repartir pour voir avec exact qu'elle nous dise à haute intelligible voix pourquoi elle ne va pas appliquer cela. Et nous allons faire remonter les informations. Nous avons toujours fait. Mais quand vous faites remonter les informations, ça part et ça reste. Pourquoi est-ce que l'État donne ce genre d'opportunités pour que les gens, pour scolariser les enfants handicapés, les enfants dont les parents sont handicapés, et de l'autre côté, les gens font blocus derrière ça et l'État n'est pas capable de les interpeller. Nous avons pris notre responsabilité pour que si l'État ne les interpelle pas, nous allons les interpeller parce que nous avons formé un pool des avocats qui vont nous accompagner dans cette démarche-là. Parce qu'il y a des individus, des chefs d'établissement qui sont très malins, qui contredisent systématiquement ce que l'État fait. Et c'est ça, il y en a dans tous les autres secteurs. Mais aujourd'hui, nous sommes très remontés. Nous, organisation des personnes handicapées, nous n'allons pas nous laisser faire. À tous les chefs d'établissement qui vont refuser d'appliquer cet arrêté-là, ils vont désormais nous retrouver sur leur chemin. Je profite de votre micro pour envoyer ce message très fort-là à l'intention de tous les chefs d'établissement qui nous regardent. Quand ils vont refuser, nous allons être devant leur porte pour leur demander d'appliquer. Mais aussi que l'État nous dise pourquoi est-ce qu'il prend les arrêtés et qu'il ne fait pas le suivi, qu'il ne frappe pas sur les gens qui ne veulent pas appliquer. Monsieur Balassim Girard, vous dites que vous avez fait le terrain, vous êtes parti voir les chefs d'établissement pour leur demander de faire en quelque sorte que ce décret soit appliqué. Ouais. Mais ceux qui refusent, ou bien lorsque les gens se rendent sur le terrain pour faire ces inscriptions et que les responsables d'établissement refusent, quelles sont les raisons qu'ils avancent? Les raisons sont simples. Ils nous disent que l'État ne nous donne pas les subventions. Les subventions, il n'y a pas de crèches, c'est nous qui nous organisons pour acheter les crèches, les bics, pour que les enseignants puissent aller en classe pour étudier. Mais soyons sérieux. Pour un établissement qui a 1000, 2000 ou bien même 500 élèves, pour une ou deux personnes handicapées, est-ce que cela peut vraiment influencer? Et d'ailleurs, les inscriptions qu'on fait dans les établissements, les frais d'inscription, ça part où? Est-ce que si ce ne sont pas les chefs d'établissement eux-mêmes qui prennent ça pour leur propre compte et partager un peu avec ceux qui le n'ont, pourquoi est-ce qu'ils refusent? Et ça, c'est un secret de polichinelle. Hein? Il faut qu'on se dise la vérité, que l'État se fasse respecter. Parce que les gens qui sont à la tête de ces établissements publics-là, je vous dis, c'est un secret de polichinelle. Ils achètent ces postes-là. Ils prennent de l'argent, ils donnent à ceux qui sont censés les nommer comme proviseurs, censeurs et tout ça. Je le dis haut et fort, ceux qui veulent, ils n'ont qu'à venir me convoquer. Vous avez les preuves. Je vais me défendre. C'est un secret de polichinelle. Ils peuvent m'emprisonner, ils peuvent faire quoi que ce soit, mais on achète les postes ici au pays.
Merci. Donc il faut que l'État se fasse respecter et que les gens arrêtent de jouer contre l'État. Voilà. Gérard, merci. Merci pour ce que vous dites. Sauf qu'il faut noter que nous sommes sur une chaîne de télévision et vous devez avoir, si vous avez les preuves de ce que vous dites, vous allez assumer les propos que vous avancez sur le plateau, monsieur Balassam Gérard. On revient rapidement à monsieur Mamadou Bambaye Boukar. On vous repose la même question. On demande simplement pour savoir comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il y ait un arrêté. Je crois que la ministre de la Femme en a parlé. Lorsque c'est annoncé que l'école doit être gratuite pour les femmes, et aussi, l'école devrait être aussi gratuite pour les personnes en situation de handicap, aussi dans des réductions si vous voulez, selon l'arrêté qui existe et qui est là. Comment est-ce que cette décision peine à être mise en œuvre, à être appliquée par les responsables d'établissement? Quelle est votre analyse? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Merci. Ce qui explique que c'est notre faiblesse face à des situations qui se posent au pays et particulièrement à nous. Nous, les organisations de la société civile, nous devrons faire plus. Parce que nous sommes un partenaire incontournable de l'État. Et s'agissant du système éducatif, nous sommes aussi également un partenaire incontournable du système éducatif. C'est vrai, cette préoccupation de Gérard, nous sommes en train de faire valoir ce qui a été décidé. La première des choses, que nous avons une organisation qui s'appelle COSECHIS, non seulement la Fédération des parents, qui regroupe beaucoup des associations. Mais beaucoup des associations n'ont pas la volonté de défendre la cause pour laquelle elles sont créées. Il y a des fois un relâchement. Mais maintenant, nous avons ce qu'on appelle la refondation du Tchad. Mais la refondation du Tchad ne vient pas comme ça. Si nous ne nous trouvons pas pour discuter de comment faire la refondation du Tchad. Et on parle de l'État. Mais l'État, c'est qui? C'est nous. Donc la refondation du Tchad, c'est à partir de nos organisations. Il faut éveiller l'esprit de nos compatriotes pour y arriver. Parce que devant l'argent, l'homme est intelligent. Et nous avons pris ça pour vous accompagner à bras le corps. Maintenant, ici à N'Djamena, il n'y a plus d'associations même dans les écoles. L'administration scolaire, le directeur, le proviseur, les inspecteurs, ils en ont fait même un comptoir commercial. Et non un comptoir pédagogique. Et là, nous les associations, il faudrait quand même qu'on fasse maintenant le suivi. Comme on dit en amour, comme en guerre, il faut se voir de près. Et vous avez relevé les choses, mais nous avons discuté plus. Nous avons discuté plus et on n'en parlera pas maintenant à ce plateau, mais entre nous, comment dégager, non seulement comme militaire les stratégies, mais les politiques éducatives. La politique éducative, comme vous avez dit, l'école depuis 1960 est gratuite et obligatoire. Ça, c'est la politique éducative. Mais les politiques éducatives consistent maintenant à faire appliquer les textes et les règlements. Mais ce n'est pas ton ministre qui va le faire, ce n'est pas ton secrétaire général ou l'inspecteur, mais c'est nous les organisations. Arrivons à crier plus fort que les autres et comme ça nous allons vraiment nous comprendre et faire avancer ce pays. Nous avons tendance de laisser le pays aux hautes autorités. Lesquelles les hautes autorités si ce n'est pas nous? Nous allons maintenant poser le problème avec les textes, avec les règlements et on en discute. Au quel cas, nous allons décider. Donc c'est comme ça que nous allons parvenir et c'est comme ça ailleurs les gens sont arrivés à faire avancer le pays. Laissons de côté, ailleurs maintenant l'esprit, comme nous avons la possibilité
d'avoir quand même quelques grains de connaissances, les faire valoir. Raison pour laquelle nous disons toujours être parents, ça s'apprend. Pourquoi nous le disons? Parce que notre efficacité peut être grande si nous maîtrisons avec plus de certitude les critères de nos responsabilités. Nous n'avançons pas avec l'amateurisme. Donc, ce que Gérard a dit, c'est au fond de lui, hein, je partage avec lui, mais retrouvons-nous. Retrouvons-nous, hein, et travailler dans le sens de comment maintenant faire évoluer, faire avancer, faire développer le Tchad. Très bien. Monsieur Mamadou Boukar, si vous le comprenez, il demande une unité de force pour défendre ces décisions gouvernementales qui peinent à être mises en œuvre. Voilà. Mais avant de faire donc cette unité de force, je sais que forcément, vous, en tant que président de l'association Handicap Plus, il y a des attentes que vous avez certainement de la part de l'État. Il y a des idées que vous avez. Qu'est-ce que vous proposerez à l'État? Quelle solution vous demanderez à l'État de faire, de mettre sur place? Ou bien, qu'est-ce que vous attendez de la part de l'État? Qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse pour que ces mesures-là entrent mais vraiment en vigueur et qu'elles soient acceptées, mises en application par les responsables des établissements? Qu'est-ce que l'État doit faire? Il y a juste une et une seule chose. Une et une seule chose. Si on fait cette chose, l'école tchadienne va décoller et ira très loin. Il faut enlever tous les politiques du système éducatif. Il faut dépolitiser le système éducatif tchadien. 1.4. Si vous enlevez tous les politiques, je pense que les gens qui vont être là, ça va être l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc vous pensez enlever les politiques permettra que la question de la gratuité soit... Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Non, mais... Puisque ce seront des professionnels qui seront placés. Un professionnel... Oui, justement, non, moi je voudrais que... Oui. N'attendons rien de l'État. Que l'État attende de nous. Mais bien sûr, c'est l'État qui doit... N'attendons rien de l'État. Permettez-moi que l'État attende de nous. Parce que il n'est pas permis à nous de savoir qu'est-ce que nous devons faire pour notre État. Non, j'arrive pas. J'arrive. Le système éducatif a un budget. Vous connaissez le budget du système éducatif? Peut-être pas. Moi non plus. Oui. Oui. Ouais. Nous n'avons que le budget, je peux dire, domestique. Mais le budget de l'éducation à lui-même, c'est où? Et si nous n'arrivons pas à poser ce problème, mais on restera toujours comme tel. Voyez-vous? Le ministre de l'Éducation, aujourd'hui, il n'a même pas un bâton de craie. Lui, c'était la contribution de la communauté parentale. Lui, c'était l'apport des parents pour appuyer le fonctionnement des établissements scolaires. Bien qu'on nous a dit l'école est gratuite. Voyez-vous? Donc, de cela, nous allons chercher à ce que l'État tchadien mette le budget de l'éducation au service de l'éducation de nos enfants. Ok. Moi, je voudrais renforcer ce que j'avais dit tout à l'heure, et tout en restant aussi dans la logique de ce qu'il vient de dire. Il faut dépolitiser le système éducatif. Cela veut dire quoi? Que tous ceux qui ne méritent pas ne doivent pas être placés quelque part. Aujourd'hui, vous allez trouver des enseignants stagiaires qui sont devenus des inspecteurs, qui sont devenus des proviseurs, qui occupent des hauts postes aux grandes dames de ceux-là qui ont fait le terrain pendant 10, 15, 20 ans et qui sont toujours chargés de cours. Est-ce que vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui a été parachuté par un homme politique quelque part, mais il est là, c'est pour répondre aux besoins de cet homme politique qu'il a placé. C'est pour ça que j'avais dit quelque part qu'on achète les postes. Je vais le dire aujourd'hui, je vais le dire demain, je vais le dire encore le lendemain que les postes, ça s'achète au sein du ministère de l'Éducation nationale. On peut m'arrêter, je peux ne pas avoir les preuves matérielles aujourd'hui, mais ils savent très bien que ce que je dis là, c'est une vérité. Ils vont tout me faire, mais c'est une réalité. Je tiens à ce que cela puisse être diffusé tel que je le dis. Il faut dépolitiser, il faut enlever tous les hommes politiques du système éducatif, placer les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, et l'école tchadienne va retrouver sa lettre de noblesse. Aujourd'hui, par exemple, quand on prend la guerre qu'il y a entre les deux syndicats, le syndicat
indépendant des enseignants et le syndicat le CEP et le CIEC, par exemple. Est-ce que ce n'est pas politique? Dites-moi si ce n'est pas politique. Est-ce que les hommes politiques ne se sont pas émixés là-dedans? Mais c'est à cause de ça que le système éducatif va continuer à piétiner. C'est à cause de ça que même si les techniciens font des propositions, les hommes politiques vont prendre ça pour mettre en bas. Regardez, l'Assemblée nationale avait fait une enquête entre-temps, dirigée par Didé Ngabassa, je crois, l'honorable. Mais il y a eu des conclusions pertinentes qui ont été faites. Est-ce qu'on applique ces conclusions aujourd'hui? Donc, vouloir arranger une chose est une chose, et faire le contraire là est là. Le ministre a tous les moyens. Le président de la République a fait confiance au ministre. Il a fait appel à lui en tant que technicien à côté de lui pour l'accompagner dans sa politique éducative au Tchad. S'il y a des choses qui ne marchent pas, c'est à lui de remettre les gens à leur place. Si lui, il laisse faire, ça veut dire qu'il n'est pas en train d'aider le président de la République dans sa politique de l'éducation. Si aujourd'hui, on commence une année et qu'on ne termine pas bien, si aujourd'hui le système éducatif commence dans certains endroits et que dans d'autres, ça n'a pas encore commencé, c'est la faute à qui? Ce n'est pas le ministre lui-même qui doit rappeler ou bien anticiper les choses. C'est pour ça que je dis que les techniciens sont là, le ministre est aussi là, ils doivent anticiper sur un certain nombre de choses. Il faut enlever tous les hommes politiques, les mettre de côté et laisser les professionnels de l'éducation pour que ceux-là puissent conduire les choses de l'éducation. Et je pense que l'école tchadienne va retrouver sa lettre de noblesse et on va être sur un pied d'égalité avec tous les autres pays du monde. Le Rwanda aujourd'hui, tout le monde a envie d'aller au Rwanda pour aller étudier. Pourquoi? Mais c'est parce que les gens ont mis en place un dispositif qui a fait que le système éducatif au Rwanda aujourd'hui est bien envié. Même au primaire, les enfants sont capables d'utiliser un certain nombre de matériels que ici, même à l'université, certains élèves étudiants n'arrivent pas à le faire. Donc, je pense qu'il est temps que ceux qui dirigent l'école tchadienne là puissent s'arrêter et dire que il faut faire les choses dans les règles de l'art. Il faut nommer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et l'école va simplement retrouver sa lettre de noblesse. Merci, merci. Une réaction rapide? Oui, ma réaction consiste à dire que une synergie voudrait ou commence à s'appliquer. Donc, qui consistera à ce que nous puissions retrouver une école de qualité au Tchad. Retrouver une école de qualité, comme vous venez de dire, et la dépolitisation, c'est bon. Non qu'il faut à la place qu'il faut, c'est bon. Mais que les organisations d'éveil puissent aussi être très actives. C'est notre inertie. Reconnaissons, nous avons l'inertie. Et l'État, on va nous arrêter, Non. Mais par rapport à quoi? Par rapport au texte, par rapport aux lois, il faut que ça s'applique. C'est ce que nous cherchons. Et essayons de nous organiser davantage pour que nous puissions améliorer les conditions de l'éducation et apporter vraiment un changement, même un changement radical. Pourquoi pas? Et ce qui vient d'être soulevé, je partage avec vous. Mais nous ne nous retrouvons pas en force pour pouvoir affronter ces difficultés-là. Tant que vous ne faites pas des efforts pour affronter des difficultés, vous n'arriverez pas à une solution idoine. Merci, merci, Mamadou Bamaï Boukar. Pendant qu'on est avec vous, on va continuer rapidement. On a parlé des inondations, on a parlé aussi de la question de la gratuité. Maintenant, on va parler un peu de l'année scolaire qui a commencé, mais de façon générale. De façon générale, M. Bamaï Boukar, cette année qui commence, l'année scolaire 2024-2025, quels sont les plus grands défis? Si on fait une projection, quels sont les plus grands défis auxquels cette année scolaire devrait faire face pour qu'on puisse finir une année en beauté? Le défi qu'il faut relever, c'est celui de faire le suivi sur l'applicabilité de nos textes et règlements, sur
le moyen que l'État doit apporter pour l'école. Parce que nous avons toujours dit quelle école pour nos enfants. Et ça devrait être l'objet d'une discussion. D'une discussion qui va permettre, afin que nous puissions retrouver les choses qui minent notre système éducatif. Et il faut le faire avec les syndicats. Maintenant, certains obstacles sont plus ou moins élagués, qu'on appelle au niveau du syndicat des enseignants, hein, nous osons croire que nous avons un seul syndicat des enseignants. Et plus jamais que n'importe qui, ou des groupuscules, ou des gens s'organisent pour attaquer l'école. C'est ça l'école. C'est havre de la paix. C'est là où on puise la connaissance. Sans école, l'Amérique ne serait pas ce qu'elle est. La France. Donc nous aussi, sans école, le Tchad ne peut pas décoller. Donc arrivons à ce que l'école soit une préoccupation nationale. Une préoccupation nationale dans laquelle nos enfants, et garçons et filles, puissent faire l'école et non aller à l'école. Très bien. Alors, vous avez parlé des défis. Les défis. L'année passée, on a constaté des grèves. Vous avez dit, hein, ça, des grèves qui auraient coûté même une année blanche au Tchad. Alors, est-ce qu'on pourrait s'attendre cette année à une situation aussi similaire? Est-ce que c'est encore possible que cette situation se répète? Bon, tout peut arriver, l'homme est ce qu'il est. Mais il y a quand même l'espoir que nous avons débuté une bonne année scolaire, malgré les inondations. Très bien, j'ai dit ça parce que le pas de faire continue entre le 7 et le syndicat des enseignants du Tchad. Non, c'est fini, c'est fini. Le syndicat indépendant des enseignants du Tchad. Non, c'est fini. L'État a dit il n'existe pas de syndicat indépendant. Il faut que l'État s'assume. Ok, très bien. Il faut que l'État s'assume. Et pourtant, ils avaient eu l'autorisation de fonctionner. Une autorisation qui avait été ensuite annulée. Oui. Bon, fonctionner, annulé, et quoi on peut prendre? C'est annulé. Hein? Il faut que je revienne sur cette situation des syndicats. Rapidement. Nous sommes dans un pays de démocratie. La démocratie doit s'appliquer en bonne et due forme. Il ne faut pas tordre le cou à la démocratie. Le principe démocratique voudrait que quand on n'est pas content quelque part, on crée sa structure. Et les principes aussi disent que quand vous avez déjà donné une autorisation de fonctionner à quelque part, surtout syndical, pour le cas du siècle là, les plus rodés disent que ce n'est pas annulable. Donc, ici, nous sommes très mal placés pour dire qu'il n'y a qu'un seul syndicat, alors qu'il y a aussi le siècle quelque part qui a une force. Qui a une force. Il ne faut pas occulter ça. Parce que quand quelqu'un a une force quelque part et que vous dites que cette personne n'a pas une force, mais après vous êtes en train de faire une confrontation, demain ça va éclabousser. Nous n'avons aucune raison d'étouffer. Non, Gérard, il faut reconnaître. Oui, les gens ils ont travaillé avec légèreté. Vous voyez, jusqu'au bout. Tout à l'heure, vous demandez l'homme qui voit à la place. Bien sûr que oui, mais je ne voudrais pas permettez que c'est pas seulement à l'école. Même à notre administration, je suis entièrement d'accord avec vous. Des analphabètes. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est la même situation avec nos structures, comme par exemple. Non, la démocratie, ça doit s'appliquer même au niveau de la fédération nationale de l'autre. Ça fait combien d'années que vous êtes président à la tête de cette organisation? Est-ce qu'il n'y a pas d'alternance dans cette association? Normalement, est-ce que vous avez toujours des élèves à l'école pour être toujours parents d'élèves? Ça aussi, c'est une question qui doit se poser. Mais je ne voudrais pas venir là. Nous sommes dans une démocratie où, quand une structure se crée, il ne faut pas toujours dire que non, là-bas, là, ils vont nous faire. Non. Moi, je m'inscris en faux dans ce débat-là, que ce soit le SIET ou le syndicat des enseignants, ils doivent savoir qu'ils ont une responsabilité d'accompagner l'État pour que les enfants puissent étudier en toute quiétude, pour que personne ne soit lésé. Parce que si d'un côté, l'État est en train de léser les enseignants et que de l'autre côté, les enseignants veulent aller pour réclamer leurs droits, qui sommes-nous pour dire que vous êtes dans une illégalité? Donc, moi, je voudrais dire simplement que l'État doit s'assumer, prendre sa responsabilité. Les choses que l'État a dit, les choses que l'État a promis, a signé,
il faut que l'État donne aux enseignants. Simplement. Mais il y a des choses qui ont été signées, qui ont été appliquées, et qu'à un certain moment, on s'arrête à mi-chemin. Pourquoi? Prenons par exemple le fait d'empêcher aux enseignants d'étudier, par exemple. Vous trouvez ça normal d'empêcher les enseignants à prendre l'autorisation pour étudier? Non, ils n'ont pas empêché. S'il vous plaît, il y a des arrêtés qui circulent, par exemple. Non, il y a des arrêtés. Non, faut pas. Ce n'est pas normal. Nous sommes dans un pays de démocratie. Je n'extrapole rien. Il y a des arrêtés qui circulent de la primature. Non, mais il faut les limiter. C'est pas en désordre. Limiter, ça veut dire quoi? Il faut organiser, planifier. Organiser ne veut pas dire empêcher. Organiser, je suis d'accord, organiser ne veut pas dire empêcher. Et planifier. Mais bien sûr, voilà. Planifier la carrière de tous les enseignants. Mais ne pas les empêcher, par exemple. Donc, c'est ça ce qui fait que les gens, ils sont partout, ils sont pas ici, ils sont là-bas. Nous ne sommes pas dans ce débat-là. Nous sommes là pour que les élèves étudient dans de bonnes conditions. On ne doit pas prêter des intentions à X ou à Y pour dire que X est ange, Y est démon. Je ne suis pas dans ce débat-là et je ne suis pas d'accord. Et nous sommes dans un pays de démocratie. Il faut que la démocratie s'applique dans toutes les organisations, même au niveau de la Fédération nationale des enseignants, des parents d'élèves. L'alternance, par exemple, il faut qu'il y ait l'alternance. Non, l'alternance, nous l'avons, nous, la Fédération. Non, mais vous êtes président écoutez, c'est différent. Nous sommes émanants de la Fédération africaine des associations de parents d'élèves. Est-ce qu'il n'y a pas d'alternance chez vous? Non. Il n'y a pas d'alternance. Dans les associations parentales, il n'y a pas de parents. Mais on peut cesser d'être parents. Il n'y a pas de parents. Il n'y a pas de parents. Très bien. Alors, des parents, on n'en est pas. C'est pas de l'amateurisme. Non, c'est pas de l'amateurisme. Voilà. Donc, parents d'élèves. Voilà. Mais on sait que c'est parents d'élèves. Monsieur Gérald, oui. Vous, à votre avis, quels sont les défis auxquels l'année scolaire 2024-2025 fera face? Rapidement. Les défis 2025 fera face, rapidement. Les défis, c'est qu'il faut stopper à temps ce combat entre les deux syndicats. Parce que ça risque de se dégénérer. Et ça, ce n'est pas à l'avantage de l'État. Et l'État doit faire franc jeu. Il ne doit pas basculer d'un côté, mais il doit faire franc jeu. Pour, soit, moi, ma proposition à ce niveau-là, c'est de ramener les deux ensemble, réorganiser pour que tout le monde soit dans un seul syndicat, comme vous le dites par exemple, et non écarter une partie, parce que beaucoup de gens sont avec le SIET aussi. Ça, c'est un. De deux, le grand défi, c'est aussi que le volume horaire ne sera jamais couvert à 100%. À moins que, au niveau des académies, on puisse repenser à organiser les cours de rattrapage pour que les enseignants puissent avoir suffisamment du temps pour faire passer tous les chapitres qui sont programmés pour les élèves. Quand on le fait de cette manière-là, je pense que ça pourrait marcher, mais aussi que l'État donne ce qui revient de droit aux enseignants pour ne pas les pousser à bout pour qu'un jour là, ils décident. Que l'État anticipe seulement. Que l'État anticipe. Regardez par exemple, si les gens doivent avoir par exemple les avancements, pourquoi est-ce qu'à attendre pour qu'eux-mêmes ils puissent marcher derrière ou bien quelquefois ça se bloque? Non. Ça doit être automatique avec le système de SIGASPE ou quoi, je ne sais pas, la réforme. Il faut que les choses se fassent de manière automatique. Ça empêche que les gens puissent penser à aller en grève pour revendiquer ceci ou cela. Moi, c'est ça ce que moi je voulais dire à l'État, et puis voilà. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Allez-y. S'il y a une réaction, allez-y. Non, la réaction consiste à dire que tout à l'heure, je disais que nous, les associations ou les organisations associatives de la société civile, nous soyons les plus regardants. Oui. Plus on soit de plus regardants, plus les choses vont s'améliorer. C'est ça la démocratie. Moi, je n'arrive pas à définir qu'est-ce que la démocratie, si on n'arrive pas à appliquer de nous-mêmes la démocratie. Donc la démocratie consiste à dénoncer ce qui ne va pas. Et peu d'entre nous le font. Merci. Merci, M. Bama. Nous sommes à la fin de cette émission. Avant de clôturer, on vous laisse la parole. Si vous avez un dernier mot, un mot de fin, avant qu'on ne clôture. Ma préoccupation, et surtout, je profite de votre antenne pour remercier la communauté parentale tchadienne, qui ont beaucoup fait
Et j'ose croire qu'ils en feront davantage. Les efforts pour soutenir la scolarisation, l'enseignement et la formation de leurs enfants ne doivent pas être traités avec une certaine faiblesse. La chose la plus importante que nous cherchons à avoir chez nous, d'abord l'école de nos enfants. Et l'école de nos enfants commence par la maison, la première école. Donc, l'influence des parents va encore développer, jouer un rôle. L'influence des parents va jouer un rôle positif dans le développement du caractère de nos enfants. Donc, aux parents, je demanderai que les parents se mobilisent autour de l'école pour l'avenir de nos enfants, qu'ils soient plus, qu'ils deviennent plus que nous, afin qu'ils puissent prendre le relais dans une continuité plus ou moins satisfaisante. Merci. Et admirable. Merci. Qu'on fasse un Tchad un pays admiré. Très bien. Merci, monsieur Mamadou Boukar. On revient à monsieur Baylassem Gérard. Aussi, nous sommes à la fin de cet entretien, de cette émission. Avant de clôturer, on vous donne la parole pour votre mot de fin. Mon mot de fin, je voudrais profiter de votre caméra pour remercier le président de la République parce qu'il fait beaucoup pour les personnes en situation de handicap. Nous sommes très reconnaissants. Nous voulons le remercier. Nous voulons le demander de continuer dans cet élan pour les personnes en situation de handicap parce que c'est aussi une responsabilité sociale et même devant Dieu, quand on fait beaucoup pour les personnes handicapées, Dieu peut bénir. Je voudrais dire ceci. Pour ce qui est du ministre de l'Éducation nationale, je voudrais l'encourager à aller jusqu'au bout de ses idées parce qu'il a une grande responsabilité que le chef de l'État lui a confiée en matière de l'éducation. Si l'éducation échoue, ce sera par sa faute. Parce qu'il a tous les moyens de nommer ou bien de révoquer quelqu'un qui ne joue pas dans son équipe pour que les objectifs qui sont fixés soient atteints. Mais aussi de l'autre côté, à tous les politiques qui sont autour de l'éducation, moi je leur demande simplement de s'écarter loin du système éducatif et de laisser les professionnels poser les pas. Et une fois de plus, je demande et j'appelle ici la dépolitisation du système éducatif tchadien et l'école tchadienne va retrouver sa lettre de noblesse. Merci. Merci, monsieur Baylassem Gérard. Vous êtes le président de l'association Handicap Plus. Merci d'avoir accepté de venir dans cette émission. Merci d'avoir accepté aussi de répondre à nos questions. Merci aussi à Mamadou Boukar. Vous êtes le président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Tchad. Merci d'être là. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci aux téléspectateurs, merci aux auditeurs, merci aux internautes. Merci à vous tous qui nous avez suivis pendant ces quelques minutes d'entretien, presque une heure d'entretien, et autour de la question de l'éducation nationale, qui est une question cruciale pour l'avenir de notre pays. Nous avons parlé des inondations, nous avons parlé de la question de la gratuité de l'école, nous avons parlé des défis de l'année scolaire 2024-2025 qui vient donc de commencer. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.